Si on remplace ingénieur par individu, et si on remplace innovation par décision, on obtient l'individu est-il responsable des conséquences de ses décisions. À moins d'appartenir à une école qui nie toute forme de libre arbitre à l'homme, la plupart du temps on va répondre oui, l'individu est responsable des conséquences de ses décisions. Et pourtant, on a beaucoup plus de mal à répondre l'ingénieur est responsable des conséquences de ses innovations. Alors pourquoi? Parce qu'on a remplacé deux termes. On a remplacé individu par ingénieur, c'est-à-dire que d'un agent moral, par défaut, l'individu, on est passé à une catégorie socio-professionnelle, l'ingénieur, dont il est admis que c'est une catégorie socio-professionnelle majoritairement salarié, qui majoritairement suit des ordres. L'ingénieur ne serait pas responsable puisqu'il y a un manager qui lui dit quoi faire, il a un cahier des charges à respecter, il a des normes réglementaires également auxquelles se conformer. Donc on perd un premier niveau de responsabilité ici en remplaçant individu par ingénieur. Et puis dans la phrase, on a aussi remplacé innovation par décision. Et alors là, cela fait appel à un mythe qu'on appelle le mythe de la neutralité de la technique. C'est cette idée que la technique n'est ni bonne ni mauvaise, ce sont les usages qui rendent une technique bonne ou mauvaise, et que l'innovation ne résulte pas d'une décision. L'innovation, elle existe parce que le progrès suit son cours, parce qu'on n'arrête pas le progrès, parce que la technique a son propre agenda. Donc en remplaçant innovation par décision, ça permet de repolitiser en fait, et de bien affirmer qu'il y a une décision, peut-être pas de l'ingénieur tout seul, mais qu'il y a bien un ensemble de décisions qui aboutissent au processus d'innovation. Pour essayer de faire court, je dirais que c'est une éthique qui est en tension. En tension au moins à 3 niveaux. Le premier, c'est qu'il s'agit d'une éthique nécessairement interdisciplinaire qui doit, pour être pertinente, réussir le pari de réconcilier les sciences de l'ingénieur, les sciences techniques et les sciences humaines et sociales. La deuxième tension, c'est qu'historiquement, l'éthique de l'ingénieur est née comme une éthique préventive, c'est-à-dire qu'il s'agissait de prévenir les grandes catastrophes industrielles. Tchernobyl, Bhopal, Three Mile Island. On voit bien que ce n'est pas satisfaisant de se contenter simplement d'éviter une catastrophe comme Challenger ou Columbia par exemple. Sur des catastrophes comme celle-là, on peut aussi se poser la question du bien fondé, de l'existence même de ces activités. Une éthique purement préventive pourrait par exemple donner des outils pour concevoir des plateformes pétrolières les plus sûres possibles pour éviter un nouveau Deepwater Horizon. Mais elle ne poserait pas la question de la légitimité de la plateforme pétrolière en premier lieu. L'éthique de l'ingénieur se doit donc aussi d'être aspirationnelle et pas seulement préventive, de poser la question dans quel monde voulons-nous vivre. Et puis troisième tension, l'éthique de l'ingénieur s'inscrit dans un champ plus vaste, l'éthique professionnelle, l'éthique appliquée. Et alors vous savez, en éthique, c'est un petit peu la tarte à la crème de l'éthique, mais premier cours d'éthique en première année, on va vous apprendre la différence entre, d'un côté, une éthique déontologique, une éthique du devoir, une éthique qui s'appuie sur des principes, sur des valeurs, et puis une éthique conséquentialiste, c'est-à-dire une éthique qui détermine la qualité morale d'une action en fonction des conséquences qu'elle a. Et alors l'éthique de l'ingénieur, elle est totalement en tension entre ces deux grands cadres métaéthiques, c'est-à-dire qu'à la fois, bien sûr, elle s'intéresse très fortement aux conséquences des innovations, des actions, des décisions, mais en même temps, les moyens qu'elle utilise la plupart du temps, qui sont des chartes d'éthique, qui sont des codes de déontologie, appartiennent bien au cadre de l'éthique déontologique. C'est comme si, dans un monde extrêmement mathématisé, c'est-à-dire que beaucoup de choses sont exprimées en termes de probabilité, de risque, etc., on avait besoin de faire ce détour, de repasser par des valeurs qui, par définition, ne sont pas opératoires. Et puis je finirai en disant que la voie que nous essayons de proposer dans l'ouvrage coécrit avec Laure Flandrin est une voie qui essaye de réconcilier un petit peu ces deux grands cadres métaéthiques en s'avançant sur le chemin d'un troisième grand cadre métaéthique, qui est l'éthique de la vertu, qui est une éthique centrée sur l'individu et qui propose donc très modestement des outils pour un ingénieur vertueux en gardien du pluralisme. C'est la conclusion de notre ouvrage. Alors d'aucuns s'insurgeraient de la formulation même de la question en disant qu'à partir du moment où il y a une supervision, on n'est déjà plus dans une démarche éthique, puisque l'éthique doit nécessairement émaner d'une démarche individuelle, autonome, réflexive, qui ne saurait en aucun cas souffrir
une quelconque forme de supervision. Je partage en partie cette limite, elle est importante, il faut la garder en tête, c'est-à-dire qu'aucun cadre réglementaire, aucune mesure, aucun texte ne peut réduire la démarche éthique qui aura toujours une partie qui ne pourra pas être standardisée. Cela étant dit, ça n'empêche pas d'essayer de promouvoir, de faciliter cette démarche individuelle et autonome au sein de l'entreprise. Alors, comment on fait ? Actuellement, en France en tout cas, l'outil probablement le plus utilisé, c'est la charte. Certaines entreprises se sont dotées de chartes éthiques qui généralement promeuvent les valeurs de l'entreprise, créativité, exigence, transparence, excellence, etc. Ça a le mérite d'exister, mais ça n'est pas très opérationnalisable, surtout dans la mesure où, en fait, toutes ces grandes valeurs, on n'est jamais contre sur le principe. Ça, c'est très dangereux, parce que du coup, on a l'impression d'être tous d'accord, alors qu'en fait, pas du tout. Alors comment on fait justement quand on n'est pas d'accord et qu'un enjeu éthique se pose? Je vous propose deux types d'outils. Hein. Le premier, tout simplement, c'est la discussion, mais la discussion, c'est pas si simple. Alors là, je m'inscris vraiment dans la tradition Habermas, l'éthique de la discussion, etc. C'est simplement d'essayer en amont, qu'un gros problème se pose, de mettre en place des espaces de discussion pour les salariés. Deuxième outil, qui paraît tellement simpliste qu'il est très peu adopté, c'est la checklist. C'est un outil qui vient de l'aéronautique, mais on pourrait tout à fait imaginer des checklists éthiques, c'est-à-dire est-ce qu'on a pensé aux enjeux de discrimination, est-ce qu'on a pensé aux enjeux d'accessibilité, est-ce qu'on a pensé, etc., etc. Ça ne garantit évidemment pas la réponse, mais ça garantit au moins que toutes les questions potentiellement pertinentes aient été posées. Ça n'est donc pas tant une supervision qu'une facilitation, mais en éthique, c'est probablement ce qui fonctionne le mieux.